L'histoire, selon Kenji Mizoguchi, ce pourrait être ce gouverneur chassé de son domaine sur décision de l'empereur. C'est au début de l'intendant Sancho. Il fait ses adieux à sa famille. Il doit quitter ses terres pour toujours. Ce que le gouvernement lui reproche, c'est d'avoir été trop bon avec le peuple. Il est puni parce qu'il n'a pas été assez dur. Le jour de son départ forcé, les paysans sont là pour lui rendre hommage et lui faire cortège, mais les soldats sont là aussi pour empêcher les débordements. Le gouverneur banni est aussi seul que le peuple qu'il aimait. Mizoguchi a été le grand poète du peuple et de ses souffrances dans le Japon médiéval. Un poète marxiste qui montre que la beauté du monde est toujours conquise sur son envers monstrueux. Les histoires se passent au temps des seigneurs et des paysans, au temps où la nature couvre presque la totalité de l'espace. Mizoguchi célèbre ces espaces. Il choisit ses décors pour leur beauté plastique. La poésie naît du paysage. Le décor est un personnage majeur du drame qui se joue. Il n'est jamais filmé comme un simple arrière-plan. Dans Le héros sacrilège, la forêt illuminée par les torches des religieux en colère annonce la guerre à venir entre les samouraïs et le clergé. Dans Conte de la lune vague après la pluie, les brumes du lac Biwa signalent le destin funeste qui va frapper la famille du potier Genguro. Dans Les amants crucifiés, la forêt de bambou est un refuge pour le couple interdit, le cadre où l'amour naissant peut se dire enfin. Mais la nature a plusieurs visages. Le bois refuge peut se retourner en son contraire. Le couple sacrilège est dénoncé, et la forêt devient vite le lieu de sa perdition. Même retournement dans l'intendant Sancho. Le lac est le lieu de la tranquillité retrouvée pour la jeune Shinobu. Elle y entend les échos de la mer et son chant d'amour, mais elle y entre finalement par désespoir, pour fuir les souffrances et les humiliations. Le lac est son sublime tombeau, 10 secondes d'infini. Ce qu'enregistre Mizoguchi du passé médiéval, ce sont les différences de classe et de conditions qui structurent la société japonaise. Il y a le peuple qui souffre, comme ces paysannes qui veulent nourrir leur famille et qui crient aux marchands que le blé est trop cher. Ce peuple, Mizoguchi enregistre son travail avec précision. C'est grâce à ses efforts acharnés et quotidiens que le potier des contes de la lune vague atteint la fortune si convoitée. Le couple uni autour de l'enfant, c'est comme l'âme simple du pays pour Mizoguchi, l'image d'un bonheur possible. Mais ce que raconte le cinéaste, c'est la fragilité de ce bonheur. La fortune du petit artisan attire la convoitise des guerriers samouraïs qui déferlent sur le village et pillent tout. Les gens de pouvoir sont indifférents aux souffrances des plus pauvres, engagés dans leur lutte politique, plongés dans les guerres de clans. Les gens de pouvoir et leur vie de plaisir, théâtre de marionnettes pour l'empereur, aux côtés de sa femme et de ses courtisanes, cérémonie du printemps où il joue de la musique pour apaiser sa mélancolie. Comme pouvoir, il y a aussi les commerçants des villes, tout à leur fierté. Le marchand avare vérifie ses comptes pour s'assurer que rien ne manque. Chez Mizoguchi, le goût de l'argent détruit toute possibilité de bonté. Il est l'agent du mal. Dans un bordel, un client jette de l'argent sur les filles, le patron lui offre tout son harem. Par cupidité, une fausse prêtresse livre une famille à des marchands d'esclaves. Sans le savoir, la mère est séparée de ses enfants. L'histoire est une tragédie de l'intime, provoquée par le désir d'argent. Les cris et hurlements de la famille détruite, la lutte désespérée des enfants pour empêcher le destin, les sifflements aigus de la flûte qui accompagnent l'horreur, c'est le tableau exact du Japon médiéval, selon Mizoguchi. Enfin, il y a les femmes. Elles ont une place à part. Les films ne cessent de leur rendre hommage. C'est d'abord un hommage esthétique à leur beauté. Le peintre Utamaro est tellement ébloui par la beauté de son modèle qu'il décide de peindre à même son dos. Les hommes ne cessent de regarder les femmes, la femme comme une image, une obsession. Tout est prétexte pour les regarder et créer le spectacle de leur beauté. Par exemple, un bain de mer, comme une séance de casting, qui permet aux artistes peintres de choisir leur futur modèle. Autre séance de casting, dans Oharu, femme galante. Encore une fois, les femmes n'existent que sous le regard prédateur des hommes. Elles sont rassemblées, palpées, examinées comme à la foire. Un vieux ministre recherche une concubine idéale pour l'empereur. Et quand l'heureux élu dit son refus d'aller au palais, elle est battue par son père, en quête d'argent et de respectabilité.
Chez Mizoguchi, la femme porte tous les stigmates de sa condition d'inférieure. L'habit de femme est le plus lourd à porter. Oharu, quand elle aura donné un garçon à l'empereur, sera séparée de son enfant, laissée seule, à nouveau à terre, bientôt chassée. Mais comment échapper à sa condition sociale ? Comment accéder aux classes hautes et retrouver une dignité ? Il faut trouver le regard de l'empereur. Il faut être vu. Tandis qu'il se recueille devant un portrait de sa femme disparue, le prince est happé par la solitude de la fille du peuple. La rencontre a lieu. Alors le temps des plaisirs peut commencer. Comme un temps suspendu loin des violences sociales. La caméra caresse le bassin impérial. Les dames du harem prennent soin de la jeune prolétaire. Seul l'amour fou détruit la règle du jeu social. Les couples interdits sont nombreux dans l'œuvre. Seule la loi du désir peut briser la loi de la société. Un homme du peuple déclare son amour à une fille de samouraï. Il hurle, il est comme fou, prêt à tout pour elle. Elle le rejette d'abord, par honte d'un sentiment réciproque, puis tombe dans ses bras, dans une étreinte qu'elle ne peut réfréner. Même scène d'aveu amoureux malgré l'interdit dans Les Amants crucifiés. C'est encore le jeune prolétaire qui ouvre son cœur. Même réticence première de la dame, même étreinte finale, l'amour est plus fort que tout. Mais ces libertés prises avec la règle n'ont qu'un temps. Le jeune amant fougueux est exécuté, le crâne fendu. Le couple interdit est exhibé en public avant sa mort sur la croix. Ne reste de son bonheur qu'un sourire sur le visage de la femme adultère. On ne pardonnera pas à l'impératrice ses origines modestes. Elle devra quitter le palais et offrir sa vie pour éviter une guerre à l'empereur. À la fin de son existence, Oharu est devenue une femme errante, une mendiante. Mais au milieu de son agonie, quelque chose se passe. Elle voit un palanquin qui s'arrête sur la route. Elle s'approche. C'est un enfant qui est là, le fils héritier de l'empereur. C'est le garçon qu'elle lui a donné il y a 10 ans. Soudain, un moment de grâce vient troubler le malheur. Alors le palanquin repart avec son cortège officiel. Oharu n'a rien dit. Dans le Japon de Mizoguchi, le bonheur n'existe presque pas.